Préparer le futur africain afin d'éviter les devoirs du passé est une émission à la fois culturelle, scientifique, économique et de temps en temps politique. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir deux grandes personnalités. Un chercheur, enseignant, M. Doucouré, professeur Doucouré, bonjour. Bonjour. Et nous avons un grand entrepreneur ivoirien qui fait un grand événement au mois de juin prochain, à ce mois de juin-là, vers le 25 ou le 15 ou le 28. Il le dira lui-même, qui fait un grand événement au mois de juin, il en parlera lui-même. Cher ami, bonjour. Bonjour. Et naturellement, la première question, elle va aller à l'enseignant, au chercheur. Alors, le professeur Doucouré, il y a l'élection présidentielle déjà pratiquement qui se dessine pour le mois d'octobre. Quel est votre point de vue en tant qu'enseignant, en tant que chercheur et en tant qu'humaniste? Alors, merci. C'est un honneur pour moi d'être sur ce plateau. Et surtout, tout ce qui concerne la problématique africaine et particulièrement celle de la Côte d'Ivoire, qui est un pays vraiment qui mérite une certaine stabilité. Les élections qui arrivent actuellement, on en attend de la liste définitive pour vraiment apprécier la portée de la stabilité de ces élections-là. On sait actuellement au niveau de l'Afrique de l'Ouest, il y a une certaine instabilité sécuritaire déjà, en ce qui concerne le terrorisme et autres choses. Et à l'intérieur encore, quand il n'y a pas une attente pour soi-disant élections qui arrivent, je pense que ça sera une raison de déstabiliser toute l'Afrique, parce que la Côte d'Ivoire est quand même le centre stabilisateur de l'Afrique de l'Ouest. Donc, cette élection qui arrive, moi, j'émets des doutes et des craintes. J'espère que les autorités ivoiriennes feront le nécessaire pour que tout candidat qui se présente, qui remplit les conditions qu'il faut, laisse tout le monde aller aux élections et les inscrire dans la liste définitive pour qu'il y ait la paix et une élection vraiment légitime et pour éviter de revenir en arrière. On ne va pas revenir sur tout ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire, mais on sait que ça n'a pas été facile. Alors là, les entrepreneurs, eux, disent toujours qu'il faut que ce soit des élections apaisées. Parce que tout le monde sait que quand un pays est stable, les investisseurs viennent et il est possible d'aller de l'avant avec la qualité des entreprises. Et le très grand entrepreneur ivoirien qui est ici, déjà fera un grand événement, je l'ai dit, au mois de juin. Alors, quel est votre point de vue sur tout ce qui se passe actuellement machin de l'élection présidentielle, en vue de l'élection présidentielle? En tout cas, merci, Monsieur Lancinet, de me donner la parole à ce sujet. Déjà, comme l'a dit Monsieur Doucouré, il s'agit de travailler à ce que ces élections soient apaisées. En ce qui me concerne, je pense qu'il faudra qu'elles soient libres, transparentes, démocratiques, inclusives et apaisées. Donc, je pense que les Ivoiriens ont appris beaucoup des crises successives qui les ont menés à ce qui se passe aujourd'hui. Et je pense que c'est l'occasion, non seulement de se ressaisir, de s'organiser et de prendre les bonnes décisions, les décisions sages qui s'imposent. Laetitia, ça c'est la jeune génération. Qu'est-ce que tu penses de tout ce qui vient d'être dit? Mais justement, comme tous deux vous portez un point de vue sur des élections apaisées, donc on apprend que la commission électorale indépendante de la Côte d'Ivoire a annoncé qu'aujourd'hui il y avait 4 représentants qui sont définitivement exclus, dont Thiam, Gbagbo, Soro et Blé Goudé, qui ne pourront ni se représenter ni même voter. Donc moi j'aimerais savoir, avec cette annonce-là qu'on vient d'apprendre ce matin, quels sont réellement votre point de vue sur l'apaisement des élections et concrètement, qu'est-ce que cela annonce respectivement pour chacun d'entre vous pour octobre 2025? Ben, Professeur. Oui, moi personnellement,
Je suis surpris quand même d'apprendre qu'il y a ces 4 personnes qui sont exclues de la liste électorale. Connaissant la sagesse du président Alassane Dramane Ouattara, qui a toujours mis en avant dans ses paroles son envie de voir la Côte d'Ivoire stable et en plein progrès. Aucun progrès ne peut se réaliser dans le désordre et dans l'instabilité. Donc, moi, j'aimerais bien voir d'abord les raisons pour lesquelles ces candidats ont été exclus, de façon légale, bien sûr, et interpeller aussi les autorités actuelles ivoiriennes, si révision était possible, de revoir avant de faire encore une autre publication. Parce que quand on prend l'historique de la Côte d'Ivoire, depuis le départ, la prise de pouvoir de Bédié déjà, mettez-vous à ma disposition la fameuse phrase, et ensuite, son départ, l'arrivée de Gbagbo, l'arrivée de Guéhi Robert, son départ, les Ivoiriens ont trop souffert. Et surtout avec la crise qui a eu lieu. Quand on prétend aimer la Côte d'Ivoire, je pense qu'on doit tout faire quand même pour avoir quand même une discussion avec toutes ces personnes-là. Bon, peut-être Soro, lui, ne peut pas rentrer actuellement, mais les autres sont actuellement au pays. Quand même ouvrir le débat avec ces personnes-là. Et puis, franchement, s'il pouvait faire le nécessaire, je pense que le président Alassane Ouattara, c'est un appel que je lance solennellement. S'il peut revoir cette liste-là, je pense que ça serait vraiment idéal pour apaiser. Oui, mais Soro est accusé, parce qu'il y a une sorte de casse de la banque à Boaké. Soro est ce coup, si tu veux, d'accusation. Est-ce que dans ces conditions, on peut lui permettre de conquérir? C'est ça le problème. Juridiquement, est-ce qu'il y a eu des jugements? Il peut y avoir des accusations. Quand on est suspect, tant que le verdict, le jugement, c'est-à-dire la décision de justice n'est pas prononcée, on ne peut pas faire subir l'effet à un quelconque candidat. Moi, je ne me rappelle pas qu'il y ait un procès ou bien un jugement et tout ça. On ne peut pas condamner à partir des faits ou bien des choses qu'on reproche. Quand on prend le cas de Nicolas Sarkozy ici, il y a plein de choses qui lui sont reprochées. Hein. Voilà. Voilà. Mais il a mis du temps quand même avant d'avoir un petit bracelet. Voilà. Il y a encore d'autres jugements à venir. Tant que la décision n'est pas prononcée par la justice, on ne peut pas, parce qu'il faut qu'il y ait séparation des pouvoirs. On doit laisser la justice travailler et le politique doit faire son métier de politicien. Et vous, Serge, du coup, qu'est-ce que vous pensez du coup de... Mais je pense que ce sont des éléments qui tendent à créer, on va dire, des tensions à ce que je vois. Donc, dans la mesure où il y a exclusion, bon, l'un pour être condamné par contumace, et par contumace sous-entend que la personne ne pouvait pas être, n'est pas là. Apparemment, ils ont dit que ils savaient pas où la personne était alors qu'elle était à La Haye. Donc, moi, je trouve que ces arguments-là sont des ingrédients qui permettraient de porter à croire que c'est des décisions politiques. Mais justement, là, si on repart sur le contexte, sur la partie civile et surtout la partie entrepreneuriale. La Côte d'Ivoire, c'est quand même un pays qui a été représenté notamment en France comme la terre d'accueil, un peu comme le futur de l'entrepreneuriat pour les relations diasporiques et africaines. Et aujourd'hui, on se rend compte qu'avec les élections qui arrivent, il y a énormément quand même d'instabilité. Et ça, c'est pas simplement trait à l'Afrique, mais on sait très bien que lorsqu'il y a un contexte présidentiel, même pour la France, l'entrepreneuriat, ça devient quand même assez compliqué. Donc aujourd'hui, sur ce point de vue, quand on voit le constat qu'on est en train de nous faire là ce matin sur 4 candidats sur lesquels il y avait quand même de l'espoir, notamment au niveau de la jeunesse, mais aussi au niveau des entrepreneurs, peu importe l'origine confondue, quel est vous aujourd'hui votre avis, ou peut-être même l'appel que vous pourrez faire par rapport à ces décisions, mais aussi à toutes les stratégies qui ont été réfléchies autour de la Côte d'Ivoire comme un peu le berceau du futur de l'entrepreneuriat pour l'Afrique et les relations extérieures. Oui, moi je pense que effectivement il faut une certaine stabilité pour qu'un pays on va dire fonctionne et se développe.
Mais dans ce cas précis, la décision est, pour moi, hein, on va dire les solutions sont soit politiques, soit de droit. Et comme l'a dit le frère, il demande la sagesse du président Ouattara. Bon, je pense que dans un certain contexte, il peut y avoir raison, mais Ouattara, il n'est pas le président Ouattara, il n'est pas il n'est pas la commission électorale indépendante. Donc il y a un processus. Et moi, je pense que ces élections doivent être inclusives, libres, démocratiques et transparentes. Ça veut dire que partir du principe même que si des candidats potentiels avec des millions d'électeurs potentiels derrière eux sont écartés, ce sont des éléments qui tendent à semer le trouble. Donc, je pense qu'il faut une décision politique et une décision de droit, dans le sens de l'intérêt général. Vous avez parfaitement raison. Alors, Bion, tu peux être un bon candidat, on n'entend pas très beau. Qu'est-ce qui se passe? C'est quelqu'un qui a déjà géré ce pays. Je crois qu'il a laissé quand même une très bonne image. Mais on l'entend très peu. Que se passe-t-il? Bion. Bion? Oui, qui est un très bon ministre. Le chercheur, on m'a dit qu'il a été un très bon ministre, qu'il a bien géré quand il était aux affaires, et je pense que lui doit se faire entendre. C'est-à-dire, s'il veut apaiser, c'est le moment ou jamais. Ben, lui, effectivement, les conséquences de sa gestion lorsqu'il était ministre, moi, j'ai pas eu plus de visibilité, hein, parce que c'est gérer aussi, c'est communiquer autour. Celui qui communique ou qui communique mal a toujours tort. On n'a pas eu une visibilité parce que pour qu'il y ait, même aujourd'hui là, ils ont mis la technologie blockchain en place pour pouvoir permettre la traçabilité des aliments que nous mangeons. Ça veut dire quoi? Plus il y a de visibilité, on suit la traçabilité, on a la confiance. Moi, je ne peux pas avoir confiance à quelqu'un dont j'ai pas vu la traçabilité ni le mécanisme de sa gestion. Oui, non? mais attention. Voilà. Qu'on aime Ouattara ou pas, il y a maintenant des usines de transformation du cacao dans certaines villes de Côte d'Ivoire. Des usines de transformation du café en Côte d'Ivoire. Ça, c'est pas rien. Alors, vous, en tant qu'entrepreneur, j'espère que le prochain président, que ce soit Ouattara ou un autre, j'espère qu'ils vont amplifier cette façon de dire qu'il faut traiter les matières premières sur place, n'est-ce pas? Oui, effectivement. Je vous remercie pour ce que vous avez soulevé. Il y a certaines usines qui font la transformation, on va dire, du cacao sur place. Mais au final, ça profite à qui? Ouais. C'est ça la question. Oui, très bonne question. On peut avoir des tonnes et des tonnes d'usines. Et si ce sont des entreprises dites étrangères qui transfèrent les capitaux à l'étranger après et qui ne participent pas au développement humain, on va dire l'IDH, l'indice de développement humain, je pense que on a beau avoir des usines, ça ne va pas faire avancer plus loin la société. Moi, je pense que à ce niveau-là, il faut mettre le curseur sur la qualité de vie des Ivoiriens, la sécurité, la santé, l'éducation. Voilà. Donc pour moi, ça c'est mon point de vue. Alors votre événement, ça va être sur quoi exactement? L'événement que vous allez faire au mois de juin? Alors, notre événement qu'on aura au mois de juin, c'est de fédérer des forces vives. C'est pas politique. C'est de fédérer des forces vives d'une région, qui est le Lodjibois, dont j'ai été élu président. Et on va faire bientôt le lancement officiel. Et on a des institutions qui sont invitées. On a des bailleurs de fonds d'infrastructures qui sont invités parce que nous, on veut participer justement au développement du pays avec, en créant, on va dire, un pont pour les facilitations d'affaires, mais aussi les opportunités d'affaires entre des pays, on va dire, potentiellement à forte capacité de bons partenariats avec la Côte d'Ivoire, avec aussi nos institutions sur place, mais aussi organiser la diaspora gaudier
Dida Guébier en Europe et partout dans le monde. Donc, ça inclut Lakota, Divo, Zikiso, Fresco, Grand Laou, Sassandra, qui a une ouverture sur la mer. Donc, ce sont des endroits qui ont un fort potentiel économique et culturel. Eh bien, ça tombe bien. C'est ce que Ousmane Sonko a plaidé quand il a été voir Ouattara. Il a dit, voilà, il nous faut la coopération d'abord. Il faut que la coopération régionale soit à la fois fiable et quelque chose qui motive. Parce que tous ces jeunes Africains qui quittent le continent, qui viennent mourir dans les océans, ça, c'est pas bien. Donc, vous êtes un peu dans la lignée à la fois du renouveau économique et culturel. Et votre événement, nous serons là pour en donner encore un nouveau souffle. Je vous remercie. Eh bien oui, il faut que la jeunesse parle. Tu vois que la situation commence à bien aller avec ta génération, la génération d'Ousmane Sonko. Alors, qu'est-ce qu'il faut dire maintenant? D'abord, la question au professeur, aux chercheurs. Ben, justement, moi, avec ce qui vient d'être dit, où on entend que la voix du peuple, elle est quand même clé, que ce soit pour apaiser et aussi pour fédérer. Ma question, ça va être ça. C'est quand on voit justement ces résultats, est-ce qu'il serait temps justement de remettre un peu le peuple au centre et l'humain au centre des discussions? Et selon vous, en étant justement un enseignant éclairé et connaisseur aussi de l'environnement même du pays, quelles pourraient être les clés ou les process à mettre en place pour pouvoir instaurer ou implanter déjà cette réflexion-là? Bon, merci, c'est une question très intéressante, mais avant de répondre à votre question, j'aimerais faire quand même un retour en arrière pour rendre hommage à Ouattara quand même pour ce qu'il a pu accomplir pour le pays. Parce qu'aucun développement ne peut se mettre en place sans les voies de communication. La seule conséquence négative à ce niveau-là, c'est comment la Côte d'Ivoire va s'y prendre pour rembourser maintenant ces investissements qui ont été mis en place. Voilà. C'est bien d'investir, mais en retour, il faut voir comment on va récolter. Sachant bien qu'au niveau de l'Afrique, les collectes des impôts et des TVA, c'est très délicat à cause de la corruption, partout d'ailleurs. Ok. Pour revenir maintenant au niveau de l'humain au centre de tout progrès, et quand vous prenez un peu en arrière, au départ, pour ceux qui sont un peu au niveau scolaire, on parlait des 4P. Ils ont évolué maintenant, ils sont allés vers 7P. Ils ont intégré le process que vous venez de dire. Ils ont intégré le people et ils ont intégré, comment on appelle, la planète. Donc, cette intégration-là, sous-régionale-là, ça doit se passer d'abord par l'unité interne de chaque pays. Et les échanges qui doivent être mis en place avec l'extérieur doivent être d'abord sous-régional. Parce qu'on ne peut pas prétendre vendre un produit en Suisse pour nourrir les Suisses, pendant que les Ghanéens ont les possibilités d'acheter ces mêmes produits-là, pourquoi on ne les vendrait pas? Pourquoi on ne fait pas une harmonisation d'abord agricole et ensuite maintenant tendre vers une monnaie unique comme l'a fait la Chine? Parce que on ne peut pas contrôler ton économie si ta monnaie dépend d'une autre nation. C'est une question qui revient, c'est une question qui fâche, mais à un moment donné, il va falloir que l'Afrique revienne à cela. Et puis maintenant, la formation au centre vraiment de la jeunesse. C'est ce que la Chine a fait. La Chine allait se former partout. La Chine a pris toutes les technologies extérieures. La Chine les a importées. La Chine se les a appropriées. La Chine, aujourd'hui, on ne le dit pas, mais c'est la première puissance économique. Hein. Voilà. Mais du coup, quand je vous entends parler comme ça, est-ce que vous êtes implicitement en train de dire que créer des élections telles qu'on le fait, ok, c'est bien parce qu'on est dans ce process actuel, mais qu'au final, en Afrique, c'est revoir tout le système politique et le système électoral et commencer tout simplement à réfléchir par une vision une intégration, voilà, sous-régionale et continentale, voilà. Avant même de penser sous-régional, parce que, d'abord, comme vous parlez de monnaie unique, enfin, d'échange, est-ce que vous êtes implicitement en train de dire que, au final, c'est l'Afrique qui doit se repenser d'abord, afin de pouvoir se reconstruire
individuellement, Bah, et donc par pays? bien sûr, avant de partager le repas avec le voisin, il faut que la famille, les membres de la famille mangent bien d'abord. Voilà. Avant de nettoyer devant la porte du voisin, il faut nettoyer chez soi d'abord. Et je pense qu'il faut que certains pays africains, de façon générale, arrêtent de traiter avec les pays lointains. Alors que à côté, on a les possibilités de se payer entre nous. On peut se payer avec de l'or, hein. On a les ressources. De l'or, on le place en banque, ça vaut de la monnaie, ça vaut de la valeur. Et les échanges peuvent se faire avec ça. Pourquoi voulons-nous échanger forcément avec des pays lointains alors que le voisin qui est à côté, que ce soit au Burkina ou bien au Mali, le Oui, peuple est affamé. Pour reprendre la question de Non. Laetitia, il y a eu, par exemple, la CEDEAO. Oui. Mais c'est une institution magnifique. Comment se fait-il, alors que c'est la Côte d'Ivoire quand même qui est l'un des moteurs de la CEDEAO, je vous pose la question. Magnifique dans l'idée. Oui, parce que tout le monde n'a pas, Dans tout, l'idée. non, Dans tout le l'idée, monde n'a pas pas fait dans le le jeu. fonctionnement, excusez-moi. Non, tout le monde n'a pas fait le jeu. Tout le monde n'a pas fait le jeu. C'est-à-dire, Les dirigeants africains n'ont pas pris l'Afrique comme un continent, comme un pays, comme l'a fait les États-Unis. Les États-Unis, il y a combien de pays? oui, Il y a plus d'une cinquantaine de pays. absolument. Mais c'est considéré comme une nation. Mais les dirigeants africains sont encore de façon générale, dans l'égoïsme et dans le culte de personnalité. Je suis le roi chez moi, c'est chez moi d'abord le tapis rouge et après celui qui est à côté. Je préfère aller acheter ma baguette à Paris qu'au lieu d'aller acheter à Ghana, qui me produira une baguette normale qui est bien même pour ma santé. Ben voilà, c'est ça le problème Oui, africain. mais- C'est ce Bon, complexe-là. le problème qui Voilà. se pose, si je peux intervenir, je pense pas qu'on puisse dire que les dirigeants africains, comme si c'était, on va dire, quelque chose qui était commis de façon, on va dire, irresponsable. Je pense qu'il y a un système. Il faut avoir une approche systémique. Déjà, entre pays, là, les pays voisins qui sont dans la même zone monétaire ne peuvent pas échanger entre eux parce qu'ils échangent sur la base de monnaie. Donc déjà, il y a un problème d'échange. Après, il y a le problème, on va dire, culturel qui est beaucoup mis en avant. Et je pense que on ne peut pas partir sur une monnaie, excusez-moi de l'expression, tant que les pays ne sont pas en harmonie. On va pas à pas. Là, actuellement, les pays qui sont dans l'UEMOA n'ont pas de politique, on va dire, monétaire, puisque, on va dire, ils utilisent la même monnaie, mais ils n'ont pas de politique monétaire. Vous voyez ce que je veux dire? Je comprends. Ça veut dire que ils ne peuvent pas prendre des décisions sur la capacité de battre monnaie ou bien de dévaluer la monnaie. Ils ne peuvent pas faire ça. Et la Mais monnaie du- aussi, elle est contrôlée, voilà. Mais du coup, c'est ça la question. Donc- Parce qu'on donc dit le ils ne problème, peuvent il pas est faire systémique. ça. Le problème, il est ils n'ont pas systémique. le droit. On dit que ce n'est pas les dirigeants qui sont responsables, mais du coup, clairement, qui contrôle? Et à partir de ce moment-là, à qui s'adresser Non. pour que les choses, parce qu'au final, on revient toujours aux Je- mêmes échanges. je vous aux Moi, mêmes je pense constats, que mais avec tout le monde aucune doit se solution. réunir autour d'une table parce que manifestement, on tourne en rond. Soit c'est un problème des dirigeants, soit on dit que c'est un pays étranger, soit on dit oui, c'est les citoyens qui ne sont pas éduqués. Pour moi, par exemple, pour la question de la Côte d'Ivoire, il faut que on aille à ce qu'on appelle une transition politique et démocratique. On rassemble les gens du nord, du sud, de l'est, de l'ouest, du centre, et on rééquilibre le jeu. Et on table sur les choses essentielles, que ce soit l'éducation, la monnaie nationale, la culture, l'économie, et on récupère à partir des assises toute, on va dire, on aura écouté tout l'ADN qui constitue le pays, et on récupère toutes les idées qu'on met en application, c'est-à-dire que Oui, mais, qu'on Babou- mette dans un livre blanc ouais. et que les dirigeants viennent et voilà. Oui, mais Babou, quand Babou a Les été- dirigeants quand Babou avait été élu la première fois, c'est exactement ce type de démarche qui nous avait à l'époque
enseigné, si je Oui. peux dire ça Mais comme ça n'a pas ça. été bien l'application. Non, attendez. Bobo était quelqu'un qui avait de très bonnes idées et je sais qu'il avait été un excellent opposant au président Houphouët-Boigny. Ouais. Et dans la diaspora, on l'a toujours vu ici, en train de dire que voilà, il fallait qu'il y ait la démocratie. Maintenant, l'heure est à la démocratie. Maintenant, ce qu'il faut, votre événement, ça vaut la peine d'être dit et de dire tout ça. Il faut créer, et je suis fier de dire qu'on peut le faire en Côte d'Ivoire, des écoles de mines, Oui. des écoles pour former des agronomes. C'est très important. La Et le formation, professeur a bien Oui, la fait. formation. Le problème de la Côte d'Ivoire, comme d'ailleurs de l'Afrique, c'est d'abord une question d'éducation. de ce que j'appelle le cerveau. Il faut qu'il y ait ce qu'on appelle des gens bien formés pour pouvoir d'abord savoir ce qui se passe dans nos sols, nos richesses, nos diamants, l'or et tout. Il faut d'abord qu'on le connaisse et qu'on dise maintenant, pour pouvoir transformer, comme il a dit le professeur, faisons comme les Chinois. Donc, votre événement au mois de juin, on va en parler, c'est-à-dire de manière apaisée. Maintenant, la seule question qu'il faut que je vous pose, comment se fait-il, Babo, que nous avons soutenu bec et ongle, comment se fait-il, au bout de 2 mandats, il n'a pas pu réaliser les bons projets sur lesquels il avait été élu? Que s'est-il passé? Pour moi, je pense qu'il y a une approche systémique, encore une fois. Il y a beaucoup d'ingérence, il y a beaucoup d'interventions. Vous avez vu un peu, voilà, vous avez bien vu, on a tous vu, et voilà, qui a bombardé les gens sur le pont, qui a fait ça, qui a fait ci. Voilà. Donc, je pense que il faudrait que, à un moment donné, le peuple ait une vision claire de la société dans laquelle il veut vivre. Et donc, pour ça, ça passe par l'éducation. Pour qu'il y ait un maximum de personnes conscientes. Et à partir des gens conscients qui atteignent cette masse critique, on peut créer une vraie bascule pour pouvoir changer réellement les choses. Donc, ça passe par l'éducation, se donner les moyens de former, faire de l'éducation populaire, et puis avoir la volonté politique. Et attends, avant de passer la parole même à Laetitia, il y a eu quelque chose, c'est qu'Houphouët a été un visionnaire dans ce domaine. Quand on a créé Air Afrique, Houphouët a mis beaucoup d'argent. C'était justement au niveau régional, au niveau panafricain et au niveau universel, faire rayonner le continent africain. Malheureusement, malgré tout ce qui a été mis comme pognon, on peut poser la question à l'homme d'affaires que vous êtes, comment se fait-il une grande entreprise qui avait autant d'argent a fini par mourir de sa belle mort? Que s'est-il passé? Air Afrique. Oui, il y a pour Air Afrique, on a vu un peu comment ça s'est passé, mais encore une fois, je dis que il faut que les pays africains aient ce qu'on appelle la souveraineté monétaire. Qui ne bat pas monnaie ne peut pas être souverain. Donc, tu es obligé d'emprunter des capitaux extérieurs. Et au final, ça devient de la cavalerie financière. C'est comme la Côte d'Ivoire qui a 40 000 milliards de dettes. Alors qu'en face, il faut de la production pour pouvoir rembourser la dette contractée, c'est-à-dire créer de la valeur économique, culturelle, scientifique, sociale, avec une rigueur pour pouvoir rembourser la dette contractée. Donc, je pense que le problème de Air Afrique, c'est la gestion d'une entreprise dans un environnement mondialisé avec des armes. Ils n'ont pas les armes, en fait, économiques, des petites armes. Donc, ça ne peut que couler. Mais vis-à-vis de Air France, ça ne peut que couler. Pour moi, voilà. Mais moi, je pense qu'il faut qu'on dise on arrête de dire que tout dépend d'Occident et tout cela. Nous, notre véritable problème déjà, il y a le tribalisme qui est in play et il y a la corruption, c'est-à-dire qu'il manque de contrôle. Comment vous pouvez rester à la fenêtre et vous voir passer dans la rue? La personne qui gère une fortune ou bien un projet, c'est la même personne qui va contrôler. Comment vous voulez que les écarts ou bien la remise en cause puissent avoir lieu? Il y a eu beaucoup de détournements dans le cas de Air Afrique, successivement. Voilà. Donc, il y a des poursuites même qui sont en cours. C'est la mauvaise gestion. Parce qu'il n'y a pas de contrôle. Le gouvernement qui vient en place, c'est le gouvernement même qui contrôle son budget. Mais
Qui va déterminer les écarts? Qui va dire qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas? Voilà. Donc, il n'y a pas de compte à rendre, il n'y a pas de contrôle. Donc, un ministre qui est là aujourd'hui, 2-3 mois après, le mec, il est milliardaire. Avec un salaire d'un million. Comment ça s'est fait? Une bonne gouvernance. Il n'y a pas de bonne gouvernance. Voilà. Même une bonne gouvernance dans un contexte de non-souveraineté sur sa matière première, son sol, son sous-sol, son espace aérien, ses frontières et son capital humain ne peut mener nulle part. Donc, il y a un problème systémique pour moi. Il faut revoir les choses en profondeur. Et puis, déjà, il faut revoir les constitutions qui sont à l'emporte-pièce, c'est-à-dire que c'est du copier-coller, par exemple, de la constitution française en Côte d'Ivoire, alors que là-bas, il y a d'autres réalités. Il y a tout ça qu'il faut mettre en place. Après, moi, je ne condamne pas, on va dire, je n'attribue pas la responsabilité liée à la France, donc liée aux autres pays et trucs. Moi, je parle de la gestion. Donc, il y a un système. Moi, j'aime bien l'approche systémique. Parce que justement, je pense que c'est un bon point de parler de gestion, mais on parle aussi beaucoup de formation, mais je trouve que c'est là aussi un bon point. Quand on regarde quand même le niveau d'études et les cycles scolaires ou académiques en Afrique, dites-moi si j'ai tort, mais je pense qu'on ne peut pas dire que le bloc africain est sous-éduqué ou en manque de formation. Et c'est là la question. Parce que quand on dit qu'on a besoin de formation, est-ce réellement besoin d'être formé ou besoin d'avoir les technologies nécessaires pour appliquer la formation donnée au peuple afin de pouvoir la mettre en pratique? Et ça, c'est pour moi quand même deux éléments différents sur lesquels j'entends très peu d'échanges sur le sujet. Est-ce que ça revient du coup au problème systémique? Oui, il faut être en mesure de financer. Que ce soit l'éducation, la formation, il faut être en mesure de financer. Pour financer, il faut une monnaie. En face d'une monnaie, il faut les matières premières qui correspondent. La Côte d'Ivoire, l'Afrique est remplie de ça. Donc, même si notre monnaie, on n'échange pas à l'international, on peut échanger avec les matières premières. Puisque de toute façon, c'est les matières qu'on échange. Donc, on peut avoir une devise internationale, telle que le dollar, sur laquelle, on va dire, on appuie nos échanges, mais les matières premières peuvent s'échanger et avoir des monnaies nationales. Si on n'a pas de monnaie nationale, on ne peut pas financer ni une armée, ni et dans ce cadre-là, comment on appelle ça, ni la science. Voilà. Mais dans ce cadre-là, est-ce qu'il y a besoin d'attendre justement un appui présidentiel? Que ça soit même sans même porter d'expérience, si on parle même du pays lui-même, ou même quand on voit avec l'Europe, si on veut simplement reprendre, on a des nouvelles monnaies qui se créent tous les jours. Aujourd'hui, on parle quand même de la blockchain, de la crypto-monnaie, toutes ces choses. Oui. Donc, si on reprend l'exemple que vous venez de dire, enfin que tu viens de dire, par rapport aux ressources naturelles, est-ce qu'on a besoin d'attendre un aval des présidents ou en aval d'une élection pour commencer à réfléchir à créer la monnaie avec les ressources que nous avons? Ou est-ce que là, dans ce cadre, la société civile ou les sachants, comme les entrepreneurs, les enseignants, ne peuvent pas aussi des fois réfléchir directement eux-mêmes et utiliser les ressources qu'ils ont au sein de leur pays afin de créer cet échange? Justement, je peux rebondir, c'est un peu dans ce cadre-là que nous avions créé TPLP, qui veut dire tout par le peuple. C'est-à-dire que le peuple prend ses responsabilités sur la base d'une vision claire de la société dans laquelle il veut vivre. Donc, faire des propositions concrètes et pouvoir aller vers justement, parce que c'est la société civile qui est caractérisée par 3 spécificités: qui ne fait pas partie d'un gouvernement, qui ne fait pas partie de l'armée et qui n'est pas un parti politique. Donc, ce sont des citoyens conscients qui s'organisent afin de proposer, on va dire, des solutions adaptées à la problématique et adaptées, comment on appelle ça, au peuple, justement. Donc, c'est un peu cette éducation populaire, de l'instruction civique et la communication d'intérêt général. C'est à travers ça qu'on peut vraiment faire bouger les choses, aller vers la bonne gouvernance. Alors, l'entrepreneur a mis le doigt sur la chose. Il faut ce qu'on appelle un patriotisme économique. Il faut que ceux qui prennent le pouvoir ne le prennent pas uniquement pour s'enrichir. Il faut de la rigueur.
il faut de la très bonne gestion. Et donc, Très important. c'est très important. Ouais. Ce qui veut dire que lors de son mouvement au mois de juin, on va parler de tout ça pour dire maintenant, vous, qu'est-ce que vous proposez concrètement pour la Côte d'Ivoire? Et nous serons là en tant que société civile pour appuyer ce que vous venez de dire. Tout par le peuple. Oui. Magnifique. Merci. Je tiens à souligner quelque chose. En fait, l'événement qui aura lieu le 28 juin, c'est le lancement officiel d'une fédération. C'est apolitique. Nous avons 3 piliers essentiels sur lesquels on intervient. Le premier, il est d'ordre social et solidaire. Le deuxième, il est d'ordre économique. Et le troisième, il est culturel. Donc, il y aura un exposé sur qu'est-ce qu'on peut apporter ici, nous, dans la diaspora, en tant que citoyens, déjà pour exister, pour dire que voilà notre culture, on a nos danses, on a un patrimoine, tout ça. Et après, il y a un cadre ouvert où on peut échanger avec d'autres communautés pour pouvoir aller de façon unifiée vers quelque chose de commun. Et est-ce que vous pensez que justement dans ce cadre, l'Union africaine peut avoir aussi, si elle est repensée de manière éclairée et de manière coordonnée, Oui. peut avoir un rôle pour répondre aussi à ces problématiques afin de fédérer, comme vous l'avez dit aussi, professeur, les différents pays, et qui fait que demain, quand on parle de l'Afrique, comme on a tendance à le faire en mélangeant tout le monde, ça puisse faire sens. Il y a une étape que l'Afrique doit d'abord dépasser. L'Afrique n'a pas encore dépassé ça parce qu'au niveau de l'Afrique, le pouvoir de décision appartient à ceux qui ont de l'argent. Ils n'écoutent pas les scientifiques, contrairement aux Occidentaux. Et quand les scientifiques africains se sentent écoutés par les Occidentaux, où ils exercent avec passion, ils s'adonnent, comme dans notre cas, on s'est mis au service de ces pays-là. Nous, on développe ces pays. Lorsqu'on prend textuellement le président français actuel, Emmanuel Macron, on prend n'importe quel président africain. En termes de crédibilité, personnalité, Emmanuel Macron n'a pas plus que ce président africain-là. Mais qu'est-ce qu'il fait? Je reviens encore sur le problème de contrôle. Ils ont mis en place déjà des institutions et des systèmes qu'ils respectent. Et nous, non, il n'y a pas séparation de pouvoir. C'est un peu la même chose partout. Seul le Sénégal actuellement fait preuve de cela. Il y a séparation de pouvoir. La justice a cette indépendance. Les politiques ont leur indépendance et les exécutifs aussi. Donc c'est ça. Si on arrive à dépasser cela, à écouter nos intellectuels, nos savants avec les expériences, on viendra se mettre au service de l'Afrique. Mais quand vous partez pour dire que vous voulez apporter quelque chose en Afrique, la première des choses d'abord, vous appartenez à notre parti politique, si ce n'est pas le cas. Si vous n'êtes pas au pouvoir, donc vous êtes mis de côté. Vous pensez que vous allez aller chercher quoi? Moi, j'étais connu en tant qu'enseignant-chercheur. Le premier pays africain en Afrique, c'est le Sénégal. Je ne suis pas originaire du Sénégal. Je remercie d'ailleurs le Sénégal, où ils m'ont transmis une carte professionnelle jusqu'en 2035. Voilà. Alors que la Côte d'Ivoire, c'est mon pays d'origine. Je n'ai pas cherché à la Côte d'Ivoire parce que la politique n'allait pas dans ce sens. Dans le respect et l'attrait des scientifiques. On sait que tout ce que l'Occident fait, même le Covid qu'on a traversé, sont les résultats des recherches qui dirigeaient les politiques des dirigeants ici, les autorités. Mais en Afrique, non. Soit c'est la personne, ou c'est l'agent qui dirige la politique. Comment vous voulez que on puisse avancer avec ça, alors que l'Afrique, si je vous dis, ils ont bien réfléchi, il y a des tests qui sont bien réfléchis. Par exemple, l'OADA, qui réfléchit sur l'environnement des affaires. Mais l'Union européenne s'en est inspirée pour mettre en place pour l'Union européenne. Quand on va bêtement dans Orange Money, ça vient de la Côte d'Ivoire. Exact. L'idée vient de là-bas. Exactement. On s'en est inspiré et on fait partout maintenant dans le monde. Débrouille, ouais. Voilà. Exactement. Notre problème, c'est le respect et le contrôle. Sinon, les idées, on l'a. Les propositions ont été faites. Il faut voilà. Des sachants. Et puis, pour aller dans un peu dans le sens de mon frère qui a parlé de la culture, il y a Saint-Exupéry qui a dit, quand je diffère de toi, loin de te léser, je t'enrichis. Ouais. La différence, c'est une richesse. Exactement. Voilà. Ça ne doit pas être considéré comme une insuffisance ou une supériorité. Je suis plus fort que toi, tu es plus faible, c'est que quelque part, tu dois être bon. Et je peux te prendre par exemple, ou par exemple, garder ma porte. Je sais que tu vas pas bouger, tu es un paresseux. Voilà. Donc, il faut savoir utiliser la différence.
pas les mettre les unes En contre les division. autres. Voilà, c'est ça en fait. Bernard Voilà. Dadier Mm. parlait presque comme toi. Ouais. Bernard Dadier était un très grand écrivain. Ah oui, beaucoup de respect pour il a lui. laissé ce que Beaucoup de j'appelle- respect. Oui. Voilà, et comme Amadou Kourouma. Amadou Kourouma, Donc, traverser la route. Totalement. Et couper la route plutôt. Oui, voilà. Lui, Et couper Dieu la- n'est pas obligé. Voilà. Donc, Allah n'est pas obligé. Allah n'est pas obligé. Voilà. Donc, Ça, je voulais dire. au point de vue culture, la Côte d'Ivoire, effectivement, en a des Ah hommes oui. de Oui. culture. Donc, Déjà. votre événement, ce jour-là, ces hommes de culture, on en parlera. On parlera de leurs idées et de leur comportement. Bien sûr, en fait, je pense que, comme il l'a dit tout à l'heure, il a parlé de quoi déjà? De culture. Tout à l'heure, vous avez parlé de quoi? De science. Absolument. Moi, je pense que la science n'est pas un gage de bonnes décisions politiques. La science peut apporter une rigueur dans nos échanges. Et je pense qu'on peut s'appuyer sur la science et la rigueur intellectuelle. Il faut rassembler tout ça pour que on puisse prendre des décisions sages qui s'imposent. Et je pense que l'Afrique actuellement est dans une impasse. On va dire dans une impasse dans le sens où elle est face à son destin. Moi, je pense que les choses bougent et ça a le mérite d'être rappelé et d'être soutenu. Et l'Union africaine peut jouer un rôle très important dans ce sens. Et bien justement, Mais le 11 juin l'Union prochain, africaine à l'écoute et reformée aussi. Je pense. Alors, le 11 juin prochain, le 11 juin prochain, ça c'est très bien que l'homme d'affaires, l'entrepreneur le dise. L'Union africaine, nous allons faire un très grand débat. Il faut repenser l'Union africaine. Ouais. Qu'est-ce qui bloque l'Union africaine? Les Il organes. faut arrêter ça. Les organes. Il faut renouveler Et les l'évaluation. institutions de Mm. l'Union africaine. Mm. Il faut donner une espérance à la jeunesse. Mm. Et je mets l'accent là-dessus. Quand tous ces jeunes Africains viennent ici, ouais, tout le temps, ils sont morts dans les océans. Mais c'est une honte pour nous, mais aussi pour l'Union africaine elle-même. Donc, le 11 juin prochain, l'entrepreneur viendra prendre certainement la parole, et durant son mouvement aussi, toujours du mois de juin, j'espère que ça va être un mois de juin qui nous porte bonheur. On va Oui, mettre le l'accent bonheur sur, arrive. sur tout ça. Mm. Et ce qu'il faut maintenant, malgré tout, c'est de continuer à faire un appel apaisé. Mhm. Il faut que les Ivoiriens fassent comme les Sénégalais, c'est-à-dire éviter toutes les violences, de manière populaire, élire l'homme qui va sauver la Côte d'Ivoire du naufrage. Il faut, et il a dit, détribaliser les Très partis important. politiques. Voilà. C'est-à-dire que nous ne pouvons pas accepter que tel ou tel parti politique soit un parti clanique, Voilà. tribal. Mhm. Je Eh suis oui. Dula, je suis RHDP, mais- Baoulé, PDCI, Totalement. BT, Ouais. et PPE. Voilà. Donc il faut que ça Alors, cesse. Donc, Voilà. justement, il faut que ça cesse parce que Mhm. le constat aussi que moi je pourrais faire, il est triste. Hein. En Côte d'Ivoire, quand tu prends toute l'administration, elle est exclusivement, on va dire, en grande majorité que les gens du Nord. Donc il faut sortir de ça aussi. Absolument. Justement, tribalistique. Absolument. La preuve C'est en ça, est très que, important. la preuve en est que, voilà, ce sont des choses qu'il faut mettre sur la table pour que les fils et les filles de ce pays puissent se rassembler et être tous valorisés, puisqu'on entre en République. Ouais. Quand on entre en République, on part sur une promesse. Et la promesse républicaine doit être tenue par ceux qui en sont les garants, y compris, à commencer par le respect des textes et des lois en vigueur, Voilà. et de la Constitution. Et Et il faut. aussi le respect mutuel et l'acceptation, justement, de la diversité culturelle. Mais c'est tout ça qu'on prend pour faire un pays. Il faut aussi dire aux dirigeants africains, quand on vient au pouvoir, on peut se servir un peu. Mais on est venu d'abord pour servir le pays. Ouais. C'est très important. Parce que c'est notre orgueil, c'est notre image extérieure. Un pays, c'est pas un être. Hein. Les êtres passent, mais le pays reste. Voilà. Et qu'est-ce qu'ils resteront?
Voilà, je suis venu, j'ai dirigé tout seul. J'ai mis mon pays dans le chaos. Et qu'est-ce qu'on retiendra de toi? Rien. Mais, Donc, mon cher ami, Houphouët-Boigny, malgré tout, a laissé une très bonne image. oui. Qu'on l'aime ou pas. Et il a dit, quand les babos disaient qu'Houphouët voleur. Ah ouais, nous-mêmes, on est descendus de la rue, hein. Voilà. Houphouët a dit, j'ai fait des routes, j'ai fait des universités, j'ai envoyé beaucoup de jeunes étudiants à l'extérieur pour se former. Et il a dit, si jamais, moi je m'en vais, vous allez vous entretuer parce que vous voulez chacun le fauteuil. Alors, il faut absolument donner à la fois au Houphouët-Boigny le fait qu'il était un visionnaire, mais aussi permettre enfin à la Côte d'Ivoire nouvelle, en 2025, de préserver justement les acquis. Et comme il l'a dit, un pays, c'est une continuité, c'est un continuum. Donc je pense que chaque acteur vient, il joue son rôle, et les autres doivent jouer leur rôle aussi. Voilà. Et puis, on va dire, s'inspirer non seulement des erreurs du passé pour ne pas les commettre, puisque c'est pour ne pas les reproduire, puisque c'est une base de données riche. Et après aussi, savoir se projeter avec une vision claire. Et donc, moi, je pense que dans ce cas-là, la Côte d'Ivoire, on va dire, est bien partie puisque c'est un jeune pays. Un jeune pays, 1960. Donc, il y a des pays qui sont millénaires. Et donc, je pense que tout ce qui s'est passé, c'est mis dedans pour la jeunesse, pour les générations à venir. Et puis, il y a des erreurs qui ont été commises qu'il ne faut plus commettre. Et je pense que se projeter aussi vers l'avenir avec une vision qui nous permettra d'avancer. Voilà ce que j'appelle la parole des sages, la parole des entrepreneurs. Non, attention, votre pays doit marcher sur ses deux pieds. Du côté des entrepreneurs, parce que honnêtement, qu'on aime au moins Ouattara ou pas, quand tu vas à Abidjan, tout dernièrement... Il y a les infrastructures. Ah, ça c'est clair, il faut le reconnaître ça. Ça, il faut le reconnaître. Voilà, il faut reconnaître ça. Voilà, mais c'est pas le tout. C'est pas le tout. C'est pas le tout. Non, oui. Donc, il y a, on va dire, un effort qui a été fait en termes d'infrastructure. Ça se voit, même si la Côte d'Ivoire, à mon sens, ne se limite pas qu'à Abidjan. Parce que quand tu sors d'Abidjan, c'est la campagne, enfin, c'est encore le Moyen-Âge, pour certains. Excusez-moi, hein, moi, je suis, non pas, il n'y a pas d'eau potable, il y a de l'électricité, mais, la maîtrise de l'eau potable, c'est pas encore ça. Donc, je l'ai vu de mes propres yeux, il y a des routes, voilà. Il y a des routes, mais il y a certains endroits où, aujourd'hui, on est en 2025, qui devaient être déjà, goudronnés, voilà. Donc, je pense que il y a des acquis, mais les défis sont encore énormes. Parce que la plupart des gens riches, quand ils sont malades, ils fuient le pays. Ils fuient le pays, ils viennent se soigner ici. Voilà. Donc, il y a, factuellement, on va dire de façon empirique, une problématique à laquelle on doit faire face avec toute la rigueur intellectuelle qui s'impose à nous. Eh ben, je suis très content d'avoir reçu deux personnalités ivoiriennes, le chercheur enseignant et l'entrepreneur. Et l'entrepreneur, Dieu merci, on se retrouve, je ne sais plus, à ce mois de juin pour parler de ce qu'il va faire. Le 28 juin. Et le débat sera enrichissant. En tout cas, nous sommes très contents d'être ici ensemble pour donner le nouveau souffle à la nouvelle Côte d'Ivoire. Vous aurez le spot peut-être dans le... Ah ben voilà, en plus. Et il faut lancer un message quand même aux Ivoiriens. Le premier s'adresse au président Alassane Ouattara. Si tu peux vraiment apaiser les choses pour revoir cette liste-là, ça serait intéressant. Si c'est pas le cas, je demande au peuple, la Côte d'Ivoire, on a vu ce qu'on a traversé, c'était horrible. Rien n'est éternel. Je pense que il y aura toujours une manière de protester ou de contester d'une manière ou autre, mais pas par la violence. Parce que la vie humaine, la Côte d'Ivoire ne doit plus en perdre. L'Afrique de façon générale. C'est tout ce que je demande aux Ivoiriens. Sincèrement, c'est le mot de la fin. Appel à la paix, appel à la prise de conscience.
consolider l'unité nationale et faire ce qu'on appelle des élections libres et transparentes. Donc, nous remercions nos deux invités. Nous reviendrons encore ici, parler de la Côte d'Ivoire. Et je le dis, aussi bien les représentants de Babo, de Ouattara, de Guillaume Soro, ils sont tous invités sur ce plateau quand ils le veulent. Si même le président Ouattara veut, nous serions très heureux soit de le recevoir ici, soit même d'aller là-bas en Côte d'Ivoire faire une interview. Voilà, merci beaucoup et à très bientôt.